Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Débat ouvert avec le député national Léon Moubikaï, élu de Luebo. Avec lui, nous allons parler de cette démarche qu'a entrepris le chef de l'État pour réunir le Katangais et le Kassaïen autour d'une même table pour parler un même langage. Cette situation qui préoccupe au plus haut point le chef de l'État, raison pour laquelle il a tenu cette table ronde sur la paix au niveau de Lubumbashi. Nous allons parler également de l'élection qui s'est déroulée au niveau de l'Assemblée nationale avec le député national Mbata qui a été élevé élu au rang du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous parlerons également de cette loi qui divise aujourd'hui l'opposition et la majorité, la loi électorale. Nous allons également parler de cette polémique autour de propos de Jules Alingueté sur la situation de la guerre au niveau de l'Est. Sans plus tarder, je m'en vais vers mon invité pour lui dire bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Maman Fraise, merci beaucoup. Je salue aussi tes téléspectateurs qui nous suivent à ce moment ici. En tout cas, merci de nous avoir honorés. Je rappelle ici que nous sommes en face de Léon Moubikaï. Il est président du groupe parlementaire UDPS et CACH. Il est élu de Luebo, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, je suis élu de Luebo. Pour aller vite en besogne, nous voulons un peu avoir aujourd'hui quelles sont les informations précises liées autour de votre circonscription électorale. C'est une circonscription dans un état de délabrement total. Nous sommes en train de nous battre pour améliorer un peu les infrastructures, tant au niveau national qu'au niveau local, d'une façon personnelle aussi. Nous nous battons pour nous mettre en ordre de bataille pour combattre les érosions. Mais pour parler un peu en termes d'infrastructure, est-ce qu'il y a quand même cet apport? Parce que nous sommes en train de voir les efforts que fournissent le gouvernement pour améliorer tant soit peu au travers de projets précis sur l'aménagement du territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, Luebo n'a pas bénéficié? Non, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas bénéficié de quelque chose. Les peu d'engins qui sont là, c'est mon effort personnel. Mais nous comptons beaucoup sur le projet de développement de 145 territoires. Donc nous sommes convaincus que nous serons bien inscrits dans ces projets-là pour trouver des solutions à nos problèmes. Et pour parler de ces projets de 145 territoires, quelles sont les priorités qui doivent déjà aussitôt commencer avec ce projet que le doit bénéficier? Nous sommes en train de nous battre pour la reconstruction de certains bâtiments de l'État, mais surtout nous nous battons plus pour la lutte contre les érosions, parce que tout est en train de partir à moule à cause des érosions dans mon territoire. Et quel est aujourd'hui le message que vous pouvez lancer par rapport à votre territoire, à ceux-là qui s'occupent de différents projets liés dans des provinces? Nous avons déjà fait un effort, nous sommes déjà partis voir les ministres des sites pairs et nous sommes convaincus que la priorité pour nous étant la lutte anti-érosive, ils vont disponibiliser les moyens pour ça parce que nous pouvons avoir des engins, mais ça va demander beaucoup de moyens en termes d'argent pour qu'on puisse évoluer, avoir du carburant et prendre en charge les équipes qui travaillent localement. J'ai annoncé au sommaire de cette émission que nous allons parler de ces forums de la paix qui s'est ouvert au niveau de Lubumbashi entre le Katangais et le Kassaïen. Il y a un problème de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de résolution de ce forum qui préoccupe au plus haut point le chef de l'État? Oui, je crois que partant de la Constitution, tout Congolais est libre d'aller vivre où il veut dans ce pays ici. Mais je crois que les problèmes de manque de cohabitation entre les deux, ce n'est pas vraiment un problème comportemental, mais c'est un problème de... Il y a assez à dire là-dessus parce que il y en a qui viennent pour chercher du travail et il y en a qui sont déjà là et qui n'ont pas du travail. Donc ça peut augmenter un peu l'insécurité et tout ça, et puis une forme de jalousie aussi. Ce n'est pas la première fois qu'on est en train de vivre ça. Nous l'avons vécu aussi en 92. Moi, j'étais déjà médecin à ce moment-là. Je me rappelle que c'était le départ massif qui a causé beaucoup de morts. Nous ne voulons pas encore vivre ça. Et nous pensons que ce forum va
enterrer la hache de guerre pour que nous puissions vivre ensemble. Mais qu'est-ce qui est à la base toujours de ces résurgences de haine? Qu'est-ce qui est à la base, honorable? Effectivement, c'est ce que je suis en train de te dire là. Les peuples là, ils ont une même origine. Mais il y a d'un côté la pauvreté, et de l'autre côté aussi, il y a ces déplacements massifs liés à ce que nos frères du Kasaï sont en train de vivre maintenant. Ils partent là où il y a moyen qu'ils puissent se débrouiller pour pour la survie. Et cela crée une forme de jalousie pour les Katangais qui estiment que ce qui est au Katanga leur appartient. Mais je disais que tout Congolais est libre d'aller vivre là où il veut dans ce pays ici. Mais il y a aussi les hommes politiques qui actisent ça. Vous êtes sans ignorer qu'il y avait, au début de cette histoire, il y avait une dame Yeke, originaire du Katanga, qui a incité les gens à la haine. Non seulement elle, qui est même députée nationale, mais il y a aussi sa sœur qui est aux États-Unis qui a incité. Donc je pense que la politique aussi est en train d'agir d'une façon sournoise, ce qui n'est pas bien. Et on ne peut pas opposer un même peuple. Quand vous suivez, nous venons tous de Sangalubangu. D'un côté, on a ajouté que 4 pour nous différencier, pour différencier les Luba. Les Luba du Katanga, c'est le même peuple qui vient de Sangalubangu, qui avait un même chef, Ilunga Vidé. Et nous avons toujours vécu ensemble. Je ne sais pas pourquoi on arrive à ce niveau-là avec ceux aussi qui sont venus, qui d'eux-mêmes aussi sont venus d'ailleurs. Ils ne sont même pas, ils viennent d'autres pays, qui viennent opposer les gens qui ont une même origine. Je crois que la politique joue une mauvaise carte pendant ces temps ici. Mais est-ce que, honorable, on peut dire, emprunter le mot de ceux-là qui pensent que les Kasaïens ont un problème de vivre, d'intégration dans une communauté là où ils viennent se réfugier? Je ne sais pas si on peut vivre la même chose ailleurs. Pourquoi c'est seulement au Katanga on parle de ça? Les Kasaïens sont partout. Ils sont partout, ils ne sont pas seulement au Katanga pour qu'on puisse dire qu'il y a un problème de vivre ensemble. Non, moi je ne pense pas à ça. Je pense que c'est plus, comme je t'ai dit, c'est un problème de la pauvreté et un problème de partage des richesses. Les Katangais estiment que c'est leur richesse, d'autres personnes ne peuvent pas venir. Mais tout ça c'est nourri par la politique et on doit arrêter avec... ce n'est pas un problème de vivre ensemble. Parce qu'il y a des Kasaïens partout. On n'a pas la même situation partout. Il y a des Kasaïens au Kivu. Je n'ai jamais entendu de problème comme cela. Il y a des Kasaïens dans Congo central. Je n'ai jamais entendu ça. Mais je pense que c'est plus un problème de pauvreté, comme je vous ai dit, de conservation de ses propres richesses. C'est une réalité. On ne peut pas la nier. Les gens quittent les Kasaï. Ils sont à la recherche du bien-être. Ça n'a rien à voir avec le problème de vivre ensemble ou pas. Mais vous savez, là où il y a une agglomération de gens, il y en a qui n'ont pas du travail. Même certains Katangais n'ont pas du travail. Ils estiment que peut-être les Kasaïens sont venus prendre leur place. Et en plus, là où il y a une grande agglomération comme ça qui vient, il y a le problème de survie. Peut-être que les autres peuvent s'adonner des actes qui ne sont pas normaux, comme le vol, le banditisme. Donc il y a tout ça qu'on doit mettre ensemble, mais c'est un même peuple, il est obligé de vivre ensemble. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui que le président ou bien le gouvernement de la République puisse avoir un œil regardant par rapport à la situation des Kasaï? Parce que vous avez tant soulevé ici qu'il y a un problème de la misère qui bat son plein dans cette partie du pays. Les Kasaï, tout comme d'autres provinces dans ces pays ici, il y a un problème de pauvreté partout. Le problème de pauvreté est partout. Et c'est un des combats du gouvernement en place, de Sam Alphonde, pour combattre la pauvreté. C'est ainsi qu'il y a ces projets de 145 territoires. Mais moi, je viens de Mbujimayi il y a 2 semaines. J'ai observé la vie. Ce n'est pas vraiment très différent de ce que les Congolais vivent ailleurs. Mais ce qui arrive à dire aux gens qu'il y a la misère là-bas, c'est ces déplacements massifs. Mais ce déplacement n'est pas lié nécessairement à la misère.
Les gens sont à la recherche du bien-être partout. Il y en a qui quittent les Kasaï pour Kinshasa, il y en a qui quittent les Kasaï pour aller aussi ailleurs, ce n'est pas seulement les Katanga. Et il y en a aussi qui quittent d'autres provinces pour aller aussi ailleurs. Au Katanga, moi, j'ai une entreprise, je suis président d'une entreprise publique de l'État. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une supervision dans les Katanga là-bas. Vous ne trouverez pas seulement les Kassaïens, il y a tout le monde là-bas. Il y a toutes les provinces sont représentées là-bas. Il y a les gens du Kivu, il y a les gens du Congo central, il y a tout le monde là-bas. Tout le monde. Donc chacun est en train de chercher le bien-être là où il peut trouver ça. Mais j'insiste, on ne peut pas empêcher aux gens de vivre ensemble, de se déplacer, d'un Congolais de se déplacer d'une province à l'autre pour chercher à la recherche du bien-être. Je ne vois pas. Nous avons parlé au début de cette émission que nous allons également nous atteler sur cette loi électorale. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a consensus honorable par rapport à cette loi électorale? Jusque-là, la loi a été débattue au niveau des plénières, c'était un débat général. C'est vrai qu'il y a des choses, il y a certains articles qui peuvent nous séparer, qui peuvent nous diviser, mais la loi en soi, elle est bonne. Mais quels sont ces articles d'abord qui peuvent vous diviser, si on peut en... Oui, il y a quelques articles comme la suppléance ne doit pas être assurée par les membres des familles. Il y a la caution, mais il y a aussi un débat sérieux sur les gens qui ont été déjà condamnés, qui ne doivent pas postuler à des postes de responsabilité. Ça, ce n'est pas un problème, nous aurons toujours un consensus. Mais le problème que nous avons avec l'opposition, ce consensus doit se tirer au niveau des institutions. Le problème que nous avons actuellement avec l'opposition, c'est de penser qu'il faut quitter les institutions du pays pour aller négocier, même rentrer, faire un pas en arrière sur la Cour constitutionnelle, sur la composition de la CENI. Mais je crois que c'est vraiment rétrograde. On ne peut pas aller dans ce sens-là. On a déjà évolué, on doit évoluer. Et comme je le dis toujours, nous avons commis une erreur, moi en tant que l'UDPS, nous avons commis une erreur en 2006 de ne pas participer au processus électoral. Mais je vous dis, cela nous suit jusqu'aujourd'hui. Madame, ça nous suit jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons aucune représentation dans les antennes des CENI à travers le pays. C'est parce qu'on avait boycotté et c'est resté comme ça. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait même certains arrogants qui ont dit que les chiens à bois, la caravane passe, qui nous avait beaucoup blessés. Mais je crois que nous ne pouvons pas arriver à ce niveau-là. Nous avons un président de l'Assemblée nationale très sage. Et je pense que son souhait est que tout le monde puisse comprendre, que tout le monde puisse être à la table des négociations, mais au niveau de l'Assemblée nationale, pas en dehors de l'Assemblée nationale. Mais il y a déjà il y a une frange quand même de la société civile qui voulait aussi intégrer ces négociations sur le processus électoral, mais qui ne sont pas de l'Assemblée nationale non plus. Oui, mais maintenant, madame, il y a beaucoup de lois que nous votons. Il y a le Mila Pro, donc toutes ces personnes la voulaient quand même intégrer. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous avons beaucoup de lois que nous votons dans cette institution qui ne viennent pas des députés, qui viennent des individus, de la société civile, qui passent la main aux députés pour porter ces lois-là pour que ça passe. Je ne sais pas, la composition de la CENI, de l'équipe de la CENI aujourd'hui, nous avons vu la participation de la société civile. Nous sommes prêts pour intégrer la société civile dans la loi électorale, mais que ça soit dans le respect des institutions du pays. On peut porter les remarques de la société civile, on peut les porter au niveau des institutions du pays, et ça va passer. Mais dire qu'on doit quitter l'Assemblée pour aller sur une table indépendante ou dans un pays étranger, parce que j'ai vu certains des opposants aller à l'extérieur pour ça, je crois que ce n'est pas le respect de nos institutions.
Ce sont nos institutions, c'est nous qui avons instauré ces institutions, nous devons les respecter. Mais à quel niveau ça dérange si les négociations allaient en dehors des institutions? Vous savez, dans ce pays, on a eu beaucoup de négociations, beaucoup. Ce qu'on est en train de chercher ici, nous avons encore plus d'une année. Et plus d'une année, ça peut nous permettre d'aller aux élections sans problème. Quitter les institutions, ça sera la même chose avec les négociations que nous de la Saint-Sylvestre, les négociations qu'on a vues, Chibala, Badibanga. Nous ne voulons pas arriver à ça. Ça, c'est une façon de demander le glissement. Et nous ne sommes pas prêts pour aller au glissement. Laissons le président terminer son mandat calmement et passons aux élections. Que les meilleurs gagnent. Ça, c'est une fuite en avant de dire que nous devons quitter les institutions pour négocier en dehors des institutions. Donc ça deviendra des négociations, on va dire non, partage des pouvoirs, partage des sièges, partage de ça, partage de ça. Et on va recommencer à zéro. Le temps de mettre toutes ces structures-là en place, nous risquons de nous retrouver en retard et puis on va dire non, c'est le gouvernement. Ça peut même jusqu'en 2025. C'est ce qu'il faut craindre. C'est ce qu'il faut craindre. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons aller aux élections dans le temps imparti par la Constitution. Mais est-ce que si on fait un petit rappel historique, est-ce qu'en 2018, y avait-il un consensus autour de ces élections, de la loi électorale plutôt? En 2018, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. L'objectif de la majorité en place, c'était d'amener leur président pour le 3e mandat. Il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu même des morts, comme vous le savez. Nous ne voulons pas vivre ça. Nous voulons aller aux élections en paix et entamer le 2e mandat du chef, parce que nous savons qu'il va gagner ces élections. Et qu'on évolue en paix. On n'a pas besoin, à ce moment ici, on n'a pas besoin de faire un pas arrière pour aller partager, que ce soit les postes au niveau de la CENI ou au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que à la CENI, il y a les opposants. Je ne vois pas pourquoi on doit commencer à chercher. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Ceux qui déclarent ça sont plus opposants que ceux qui sont à la CENI. Mais qu'est-ce que vous, de l'UDPS ou bien vous, la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale, vous craignez si les opposants arrivaient quand même à obtenir ce qu'ils sont en train de chercher, oui, c'est que nous craignons, c'est le glissement. Nous ne voulons pas glisser. Nous voulons aller aux élections. Que les meilleurs gagnent. Mais nous pouvons quand même aller au forum avant les élections. Un forum sur le processus électoral. Le forum est écrit où dans la Constitution, madame? Ça sont les fabrications des humains. Ils sont en train de fabriquer. Ils avaient cette constitution en main. C'est eux qui ont rédigé la constitution. Pourquoi ils n'avaient pas écrit dedans? On doit aller au forum. Chaque fois qu'on doit aller aux élections, on doit commencer par le forum. Il fallait écrire ça dans la constitution. Nulle part c'est mentionné qu'il faut aller au forum avant d'aller aux élections. Moi, je vous dis que c'est une fuite en avant. Les gens ont peur. Certains ont été nommés pour être là où ils sont. Et ils savent que dans leur base, ils ne maîtrisent pas grand-chose. Donc aujourd'hui que les députés ou bien les opposants ne puissent rien attendre de soi-disant consensus ou bien de soi-disant négociations en dehors des institutions. Je ne décide pas, mais je respecte les institutions de mon pays. Et je préfère que ça se fasse à l'Assemblée nationale. Mais d'aucuns parlent déjà de ces négociations qu'a eu avec le chef de l'État, avec le groupe armé. Ils disent que, mais pourquoi préférer négocier avec le groupe armé au détriment de nous qui sommes de la société civile ou bien des non-militaires pour le consensus? Donc ils fustigent cette... Madame, je crois que les gens qui parviennent à comparer ces deux situations, c'est qu'ils négligent la misère de notre peuple à l'est du pays. On peut utiliser tous les moyens, faire même les pactes avec les diables pour avoir la paix à l'est. Nos frères ont beaucoup souffert. On ne peut pas comparer cela à une loi qu'on doit voter à l'Assemblée nationale. Là-bas, on est en train de négocier pour faire arrêter de couler le sang de nos frères. Ici, c'est une loi, ils n'ont qu'à venir. Nous allons trouver le consensus. Il y a des structures qui doivent juger la loi. Mais aujourd'hui, honorable, sans qu'on se voile la face,
Donc cette loi sera adoptée par la majorité parlementaire en l'absence des députés de l'opposition. J'ai dit ici que... Est-ce que ça ne sera pas une loi unilatérale? Madame, j'ai fait tout un mandat dans cette maison ici, dans l'opposition. Et j'étais président du groupe parlementaire, comme aujourd'hui. Et je sais comment les choses se passent. S'ils viennent et qu'ils montrent ce qu'ils veulent, je suis convaincu que le président Bosso ne va pas les chasser. Ça sera la loi de tout le monde. Donc on négocie avec les rebelles, on refuse de négocier avec l'opposition. On négocie avec l'opposition dans les institutions du pays. Je ne refuse pas les négociations. Je suis d'accord avec les négociations, mais en respectant les institutions du pays. Parce que si c'était seulement pour la loi, ils n'auraient pas réclamé ça. Ce qu'ils commencent à réclamer, ce n'est plus la loi, c'est revenir sur la Cour constitutionnelle, c'est revenir sur l'équipe de la CENI. Ça, je pense que c'est quelque chose déjà passé. Je ne vois pas comment on peut revenir sur ça pour prendre une autre ordonnance et nommer d'autres personnes. Et aussi, des négociations en dehors des institutions, nous pousserons à avoir un autre gouvernement peut-être et un glissement possible. Nous ne sommes pas pour les glissements. Pour le moment, nous voulons aller aux élections. Les glissements, nous n'en avons pas besoin. Oui. En tout cas, je crois que nos téléspectateurs ont bien suivi religieusement le propos du président du groupe parlementaire IDPS ICACH, Léon Moubikai, qui insiste sur s'il veut y avoir une négociation, mais que ce soit une négociation autour des institutions. Mais nous allons également nous pencher sur le propos de Gilles Alinguete qui aujourd'hui semble minimiser la situation qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo en face des investisseurs qui veulent venir ici en RDC, qui voulaient avoir l'état de lieu de la situation du pays. En niant ce qui se passe à l'est, est-ce que vous pensez que c'est une manière pour nous de résoudre le problème ou bien d'envenimer ou bien de cacher certaines réalités? Nous avons été tous indignés par les paroles de Gilles Alinguete. Moi, je peux commencer par demander, il est allé là-bas en tant que qui? Il a été mandaté par qui pour aller parler aux investisseurs et au nom du peuple congolais? Ça, c'est déjà la première question que je me pose, parce que juste là, je n'ai pas eu de solution. Et il ne représente pas une institution officielle qui peut parler au nom du peuple congolais. Je ne sais pas s'il a remplacé, si maintenant il est en appui aussi ou quoi, je ne sais pas. Qu'on nous le dise clairement, qu'il nous montre le mandat qu'il a amené là-bas. Et cette forme de légèreté, je crois qu'il faut vraiment combattre ça. Il faut combattre ça. J'ai appris, je n'ai pas entendu moi-même, j'ai appris qu'il aurait demandé pardon. Bon, s'il a demandé pardon, je crois que le peuple congolais va lui accorder ce pardon-là, mais ce n'est pas correct de parler des sangs des Congolais avec cette forme de légèreté. Mais dans un média, moi j'ai suivi qu'il a réitéré ses propos, il a assumé ses propos sans pourtant s'excuser par rapport à ce qui s'est passé. Si peut-être je me trompe, à moins que je me trompe par rapport à cette question, mais s'il a demandé pardon, tant mieux, c'est une manière. Mais dans l'autre temps, il y a quand même une démarche initiée, une interpellation au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, madame, je crois que nous sommes 500 dans cette assemblée, chacun est responsable devant ses actes. Peut-être qu'il y a un ami qui a déjà initié ça, je n'ai pas encore vu ça et je ne peux pas parler à son nom. Mais je suis indigné quand même de ces propos. Je suis indigné comme Congolais. Parce que le sang qui coule à l'Est, c'est le sang des Congolais. Ce n'est pas le sang des enfants d'un pays voisin. C'est notre sang qui coule. Et ça aussi trop coulé. Alors quand vous parlez de la souffrance de notre peuple à l'Est du pays, on ne peut pas parler ça avec légèreté. On doit parler des choses sérieuses, même si c'est pour attirer les investisseurs. Je ne sais pas s'il faut négliger vraiment le sang des Congolais pour vouloir attirer seulement les investisseurs. Je crois que nous sommes descendus trop bas si on doit chercher ça. Si on doit chercher l'argent en négligeant le sang qui coule chaque jour d'ailleurs,
je crois que ce n'est pas correct. Parce que si c'était cela, à quoi servira alors l'état de siège? L'état de siège que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde comprend que nous avons un problème à l'Est, il faut qu'on en termine. Mais alors que quelqu'un puisse dire, négliger même cet état de siège pour dire qu'il n'y a pas grand-chose là-bas, c'est quelque chose qu'on voit à la télé, je crois que c'est... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Mais comme vous l'avez dit que non, ce n'est pas une bonne manière d'attirer les investisseurs, mais les investisseurs déjà qui s'intéressent aussi à la situation de notre pays, est-ce que vous pensez que ça ne sera pas une manière pour ces investisseurs de faire un petit rétropédalage par rapport à un non-dit, hein, dont peut-être un haut placé de notre pays qui n'est autre que l'inspecteur général de finances et qui dit des propos un peu mensongers, on peut dire ainsi? Oui, madame, je vous comprends, mais j'ai commencé par dire, je ne sais pas, il a été mandaté par qui? Ça, c'est la première des choses. Quand vous entrez dans le business, il y a toujours un risque. Il n'y a pas de business sans risque. Même aux États-Unis, où on suppose que c'est la vieille démocratie, il y a la paix et tout, il y a toujours un risque commun. Il faut présenter la situation réelle aux investisseurs. Il faut leur présenter la situation réelle. Ce n'est pas tout le pays qui a un feu quand même. Il faut montrer la situation réelle et celui qui veut prendre les risques, prend son risque. Parce que moi, je pense que si vous partez avec des propos mensongers et que les investisseurs viennent, ils découvrent, ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Je crois qu'il faut présenter la situation réelle et chacun prend son risque. Moi, je crois que la grande partie de nos minéraux, par exemple, c'est au Katanga. La paix est partout. Moi, j'étais au Katanga, je n'ai pas vu quelque chose qui peut chasser les investisseurs. Donc, si un investisseur vient pour les coltans ou pour autre chose et qu'on lui montre la réalité, je crois qu'il va prendre son risque. Moi, je prends les risques pour faire mon business. Il n'y a pas de business avec zéro risque. Nous allons également, nous sommes en train de poursuivre notre émission, chers téléspectateurs, avec les élections qui venaient de se dérouler au niveau de l'Assemblée nationale. André Mbata élu avec 402 voix par les députés de la majorité et de l'opposition. Nous voulons un peu avoir un avis objectif par rapport à cette élection, comment est-ce que ça s'est déroulé et quel est le sentiment qui vous anime à cet instant, vous étant que président du groupe parlementaire qui avait porté cette candidature au niveau du bureau. Madame, c'est un sentiment de joie, hein. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir porté cette candidature, non seulement actuellement au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, mais Mbata, j'ai porté sa candidature d'abord comme président de PAJ et j'ai réussi à le placer là-bas. Aujourd'hui, il est président, il est premier vice-président à notre bureau. Et je crois que c'est la joie pour moi que ça soit arrivé à ce niveau-là et je suis très content. Et non seulement aussi Mbata est intelligent, mais je crois qu'il est à la hauteur, il a des compétences pour assumer ces fonctions-là. Est-ce que vous pensez qu'il va apporter un vent nouveau au sein de ce bureau en remplacement de Jean-Marc Abound? Je suis presque convaincu. Je n'aime pas citer les noms d'autres personnes. Je parle de Mbata. Je suis convaincu que Mbata est capable d'apporter. Mbata, c'est un juriste de renom dans ce pays ici. Et je crois qu'il sera un grand conseiller du président Bosso. Je suis convaincu qu'il sera un grand conseiller du président Bosso. Mais où en est-on aujourd'hui avec cette commission dont le président avait annoncé lors de différents débats au niveau de l'Assemblée nationale sur les dossiers sur l'invalidation de certains députés abstentéistes? Oui, je crois que la commission travaille. C'est une commission qui garde l'anonymat. On ne connaît même pas les membres. Les membres ont été envoyés par les groupes parlementaires. On ne connaît même pas qui est membre de cette commission-là. Ça fait pas de bruit. C'est une commission très discrète. Nous attendons les résultats. Peut-être que nous tous nous sommes concernés.
Vous, étant que député, je vous prends étant que député national, parce que la question a été évoquée au cours de la plénière. Nous étions là, nous avons suivi comment est-ce que le député, le président s'est plaigné par rapport aux députés absentéistes. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le bureau de l'Assemblée nationale de régler certaines divergences avec certains députés? Non, nous avons entendu les gens dire cela. Madame, j'ai été à la mandature passée. Et les absentéistes ont été dans tous les médias. Et on a invalidé. Vous savez, même l'actuel président a été invalidé par notre bureau à ce moment-là de la mandature passée. Donc il n'y a aucune vengeance, aucune. Est-ce que c'est normal que le peuple congolais vous envoie pour aller siéger? Mais Doké quand même évoque cette histoire de pétition. Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Parce que les gens ont signé la pétition et on veut régler le compte à ce député-là. Attendons les résultats de la commission pour tirer les conclusions. Il est difficile pour moi parce que je ne connais même pas les membres de la commission. Je ne connais pas qui sont convoqués à cette commission-là. Ça serait aller vite en besogne pour dire que c'est ceux qui avaient signé. Mais je ne pense pas que ça soit ça. Dans les gens qui sont en train d'être convoqués, parce que j'ai appris qu'ils ont déjà commencé le travail, il y a les gens de l'opposition et les gens de la majorité. Je connais un membre de mon groupe parlementaire qui est de l'UDPS, qui a été convoqué, qui m'a fait les rapports. Mais vous, étant que président du groupe parlementaire et tant que député national élu du peuple, est-ce que vous ne pensez pas que si on arrivait là, ça risque encore de créer certains remous? Vaut mieux remplacer un absentéiste par son suppléant. Peut-être que celui-là sera suffisamment conscient pour assumer la mission qui lui est confiée par le peuple. Mais quel est les soubassements de... Madame, je crois que le peuple devait être très content de voir ces absentéistes partir parce que le peuple leur a donné mandat pour qu'ils viennent siéger, pas pour qu'ils commencent à voyager et bouffer l'argent gratuitement. Donc l'argent là, c'est l'argent du contribuable congolais, le peuple qui l'a envoyé. Donc il vient ici, il commence à bouffer cet argent là gratuitement et il est entre les deux avions sans rien faire. Donc je crois que le peuple devait être très content qu'on puisse invalider les absentéistes. Je ne sais pas si moi-même je suis dedans. Oui. Mais chaque jour on vous voit à l'Assemblée nationale. Mais cette coïncidence, c'est là où vraiment ça pose problème. Hein. Ça ne laisse pas indifférent l'opinion de certains. Hein. La coïncidence, pétition, convocation des députés absentéistes. Donc tu tiens, je te tiens alors. Non, c'est faux. C'est faux. Comment vous pouvez deviner qu'un député qui vient ici, dans une session, on fait 32 plénières et il n'a jamais été dans une des plénières. Jamais, jamais. Et à la fin de la session, on donne l'argent pour aller en vacances. Il prend aussi ça pour aller en vacances. Honorable, le soubassement quand même de cette démarche, c'est soutenu par quoi? Soutenu par le règlement intérieur de l'Assemblée. Qu'est-ce que plus? Oui, qui dit que si vous avez plus d'un quart d'absence dans une session, vous devez être invalidé. C'est l'Assemblée et c'est les règlements intérieurs que nous avons tous signés. C'était même avant le départ de Mabunda. Donc nous tous, nous l'avons signé. Parce qu'on peut dire que c'était la majorité actuelle qui est à la base. Non. En tout cas, je crois que nous avons puisé toutes nos préoccupations. Nous tendons tout doucement vers la fin. Est-ce que vous avez autre chose à dire que nous n'avons pas dit au cours de cette émission et que vous voulez ajouter? Bon, je crois qu'en résumé, j'encourage l'initiative de réconcilier le peuple qui a même la même origine au Katanga. C'est un souhait. Il faut que nous vivons en harmonie, comme ça a été toujours. Et mon souhait aussi est qu'il y ait l'objectivité dans cette commission spéciale qui a été mise sur pied par le président de la plénière et le président de l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait objectivité dans tout ce qu'on est en train de faire et que les règlements soient respectés.
Une petite question sur l'enseignement, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de célébrer cette journée dédiée à l'enseignement. Un mot par rapport à ça et un mot par rapport à la gratuité qui a semblé peut-être perturber un tout petit peu. Moi-même étant enseignant, je suis professeur de l'université. C'est une journée aussi pour moi, et aussi une journée pour tous ces gens, tous les enseignants qui nous ont pris en charge depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, tous nos maîtres aussi qui nous ont formés. C'est vraiment une journée spéciale pour eux et je pense que je rends hommage à tous ces gens-là, ceux qui sont encore vivants et ceux qui sont déjà morts. Pour parler de la gratuité de l'enseignement, je sais que les gens sont en train de spéculer beaucoup là-dessus. Mais je pense que depuis qu'on a commencé avec la gratuité, il y a eu une amélioration du quotidien d'enseignants. Moi-même, je suis enseignant. Je suis en train de vivre encore une promesse du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie, de traitement des enseignants au niveau universitaire. Donc je crois, pour moi, il y a beaucoup d'améliorations. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. C'est un grand programme. Ça soulageait beaucoup les parents et même les enseignants parce que certains sont en train de voir leur traitement augmenter. Je crois que c'est par là, Madame Bissieux, que nous mettons un terme à cette émission. Je rappelle ici que nous avons reçu sur ce plateau Léon Moubikaï. Il est élu des Louébo. Avec lui, nous avons pu parler de l'actualité qui était dominée par la loi électorale, par la table ronde sur la paix, la polémique autour de propos de Jules Alingueté. Vraiment, toutes les questions ont été épuisées avec cette journée de l'enseignement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 30 avril. Donc, c'est par là, Madame, Monsieur, que je vous quitte. Et avec mon équipe, derrière la caméra, Brandon Milalou, Jérès Mabeka, Amissi Chomba, Tonton Ebongo. Vraiment, tout le monde, je vous salue à travers le monde. Restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Au revoir.